J'ai la chance d'être administratrice en ma qualité d'élue locale d'ici, de la métropole de Lyon. C'est pour ça que je suis en rouge, voilà, comme ça c'est facile. Donc je suis administratrice du RTES. J'excuse sa présidente nantaise, mais vous avez un élu nantais dans la salle, Maëlle Copé, qui ne pouvait pas être présente. Ceci étant dit, comme dans les organisations de l'ESS, on est collectif. Donc vous avez la déléguée générale Anne-Laure qui est ici, qui est en rouge aussi, voilà. Si vous vous posez des questions sur les finalités du RTES. Et cette journée, mais Jean-Vincent et Charles en parleront sans doute, est portée aussi et avant tout par les acteurs des monnaies locales sur l'ensemble des territoires, donc le mouvement Sol. Je fais juste 30 secondes de plus. Je suis vraiment contente, en fait, les gens qui me connaissent dans la vraie vie peuvent s'en rendre compte, que ça puisse se tenir ici. Un, parce que ça me permet de rester toute la journée, voilà. Deux, parce que ça me permet de voir d'autres gens et d'autres dynamiques que ce qui se passe sur les arrondissements, communes, villes du territoire pour lequel j'ai une responsabilité. Donc, je suis la première vice-présidente de cette collectivité qui est très particulière. La métropole de Lyon, on est un département, donc on a le sujet des politiques sociales, des politiques de vieillissement, la protection maternelle et infantile, le RSA. Et puis, on est en même temps quelque chose que vous connaissez tous bien, une communauté urbaine, donc avec les sujets développement économique, urbanisme, habitat, eau, déchets, etc. Voilà, c'est un peu dense. Et du coup, quand on a une responsabilité on est 21 collègues, vice-présidentes, vice-présidents autour de Bruno Bernard, en général, on n'a pas l'opportunité d'aller voir les collègues d'autres territoires. C'est quand même pas si fréquent que ça. Et je termine là-dessus. Le RTES travaille avec les autres collègues avec une organisation très urbaine, hein. Donc ça, c'est pour les collègues des territoires où il y a quand même pas mal d'initiatives qui sortent, mais qui sont un peu différentes des initiatives dans les territoires ruraux, qui s'appelle France Urbaine, qui travaille depuis peu ces sujets d'économie sociale et solidaire. Il se trouve que je suis la coprésidente de la Commission nationale économie sociale et solidaire. Donc c'est vous dire que depuis, moi je connais l'expérience Gonette, mais depuis que la Gonette et que le mouvement Sol porte du plaidoyer, il y a des instances de partage de pratiques, d'expériences entre techniciens, agents et élus qui se sont mis en place. Et ça fera qu'à la prochaine rencontre, on sera peut-être 2 fois plus et ce sera beaucoup plus lourd à gérer pour Charles. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente journée et n'hésitez pas à nous interpeller les uns les autres sur les moments conviviaux, par exemple sur la pause déjeuner. Merci. Merci Emeline. Jean-Vincent Géano, qui suis coprésident de la Gonette et du mouvement Sol par ailleurs. Ravi que vous soyez tous présents aujourd'hui. On m'a dit de faire très très bref. Alors simplement pour citer par exemple le maire de Lyon, Grégory Doucet, hier, qui dans son allocution de discours pour le Grand Prix de la finance solidaire, expliquait qu'il y avait 3 fleurons de la finance solidaire sur Lyon désormais. Il y avait Habitat et Humanisme, que tout le monde connaît. Il y avait la Nef, que vous connaissez sans doute, et je crois qu'il y a un représentant dans la salle ce soir, aujourd'hui. Et puis la Gonette, comme 3e fleuron de la finance solidaire. Donc je pense que pour y en arriver à cet élément, il a fallu quand même de l'abnégation, puisque la Gonette, ça a été lancé en 2015. Et il y a tout un travail, et pourtant, je veux dire, y compris jusqu'à aujourd'hui, faire en sorte que Paris Match fasse un article sur la Gonette et donc sur les monnaies locales dans ces pages spéciales. Alors, on n'était pas spécialement abonné à Match, et je ne suis pas sûr que ça fasse partie de ta revue de presse, Émeline, mais désormais, on peut se dire que même ce journal-là a entendu parler de la monnaie locale et des monnaies locales, et c'est un élément très important pour nous. J'ai même signé, je voulais simplement signaler, et on en discutera des progressions des monnaies tout à l'heure, le 40e mandat pour des élus qui reçoivent des indemnités en Gonette suite à la métropole et à la ville de Lyon, et avant ceux de Villeurbanne qui vont suivre. Ça commence déjà à faire du bruit dans l'environnement, savoir que les élus apportent leur soutien et leur légitimité, leur caution en quelque sorte au développement de la Gonette, c'est essentiel. Et je pense que ça fait partie, ce genre de journée
comme celle d'aujourd'hui montrent à quel point les monnaies locales sont importantes pour les élus présents aujourd'hui, ce soir. Donc, à très bientôt, bons travaux. Bonjour à toutes et tous. Charles Lesage, je suis délégué général du mouvement Sol. Très heureux de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Avant de laisser place aux premiers intervenants, je souhaitais faire un rapide sondage pour savoir d'où vous venez. Est-ce que les élus et agents de collectivité pourraient lever la main? Super. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent. Les citoyennes, citoyens engagés dans les monnaies locales? Eh bien, merci également. Et puis, toutes les personnes qui gravitent autour de cet écosystème, voilà, acteurs de l'économie sociale et solidaire, chercheurs, partenaires techniques, financeurs, est-ce que vous pourriez lever la main? Très bien, je vois certaines mains qui se lèvent en double. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureux de voir cette pluralité d'acteurs réunis aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, une journée qui sera dédiée à approfondir les liens entre collectivités territoriales et monnaie locale dans une perspective de transition écologique et solidaire et participative. Eh bien, merci à toutes et tous. Et je vous propose donc que nous lancions la première plénière, et je vais passer la parole à Yannick Lung pour l'animer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis Yannick, coprésident de l'AMIEL, un petit peu chercheur sur les monnaies locales. Je suis censé animer la première séance. Animer, c'est un grand mot parce que je vais surtout le mettre du temps et passer la parole. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'après Lyon et d'autres villes, bien hier, grâce à l'obstination de Jean-Baptiste Tony, qui est élu délégué au conseil municipal, délégué en charge de l'économie circulaire, du zéro déchet, de la propreté et de la monnaie locale, eh bien, le conseil municipal de Bordeaux a voté son adhésion à l'AMIEL, monnaie locale girondine. Je remercie Jean-Baptiste qui est là. Je vous propose qu'on démarre, puisqu'on est un petit peu juste dans les temps. Donc, il nous manque là. D'accord. Plutôt au centre pour vous contrôler. Ça marche. On reste avec celui-ci. Tu peux utiliser celui-ci. Et après, pour le son. Oui, tu peux utiliser ça. D'accord. Donc cette première séance porte sur l'impact territorial des monnaies locales complémentaires. En partie, en grande partie à partir de l'analyse des résultats de l'enquête menée sur le mouvement Sol sur l'impact social des monnaies locales et évidemment sur le rôle des collectivités territoriales et des différents acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les stratégies de changement d'échelle qui sont engagées par les monnaies locales, puisque si elles ont un impact, eh bien, il faut qu'elles se déploient plus largement pour cet impact. Donc il y aura successivement Charles Lesage, délégué général du mouvement Sol, qui va nous résumer les principaux résultats de cette enquête. Puis interviendra Anne-Laure Frédérici, délégué général du RTES, et Antoine Détourné, qui va arriver avec un petit peu de retard, délégué général de ESS France. Pour les intervenants, donc, essayez d'être concis en 8 minutes. Et on aura une trentaine de minutes consacrées aux échanges avec la salle. Charles, à toi. Oui, merci Yannick. Alors, en effet, 8 minutes, je vais être synthétique. Le mouvement Sol
remplit notamment les fonctions classiques d'une tête de réseau national, représente les monnaies locales auprès de différents acteurs institutionnels, anime la communauté des monnaies locales et les soutient dans leur développement, leur apporte du conseil et un accompagnement au fil de l'eau. Notre souhait, c'est de mettre la monnaie au service d'une société plus écologique, solidaire et participative. Les monnaies locales aujourd'hui, un bref paysage, on en dénombre un peu plus de 80 en France, qui rassemblent 40 000 utilisateurs, utilisatrices particuliers, et 10 000 entreprises locales et associations qui acceptent ces monnaies en échange des biens et des services qu'elles produisent. En France, on dénombre 1500 bénévoles impliqués dans les monnaies locales et aujourd'hui, un peu plus de 5 millions d'équivalents euros en circulation sous forme de monnaie locale. On dénombre également, les monnaies locales sont sur un tiers du territoire français à peu près. Alors, comme le disait Yannick, je vous propose de vous dresser à grands traits les résultats d'une étude d'impact que le Mouvement Sol a pilotée entre fin 2019 et début 2021. C'est une étude qui a vu la participation de 50 monnaies locales et qui s'est déroulée en 3 phases. Une première phase d'entretien exploratoire avec l'ensemble des parties prenantes des monnaies locales. C'est-à-dire que le noyau dur d'une dizaine de monnaies locales qui a piloté cette étude est d'abord allé à la rencontre de ses élus, des agents, des utilisateurs particuliers, des professionnels membres du réseau, des bénévoles, pour les interroger sur ce qui était, selon elles et eux, l'impact d'une monnaie locale. Ce sur quoi il pouvait être pertinent d'évaluer l'impact des monnaies locales. Ça nous a permis de dresser une première cartographie des impacts à évaluer, d'établir des questionnaires qui ont ensuite été diffusés et pour lesquels nous avons eu 2000 réponses. 2000 réponses de citoyens, citoyennes utilisant les monnaies locales, de professionnels et associations les utilisant également, et des porteurs de projets. Et ce qui nous a permis de mettre en lumière la cartographie que vous voyez à l'écran. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il est important de retenir de cette enquête, c'est que les monnaies locales ont un impact sur 4 grands domaines d'intérêt général, que sont le pouvoir d'agir, ce qu'on appelle aussi ici l'ouverture d'un nouvel espace de citoyenneté. Vous savez que les monnaies locales invite l'ensemble des acteurs du territoire à participer à leur vie, j'allais dire, à leur gouvernance, à travers différentes instances, que celles-ci soient au sein de l'AG ou dans des groupes de travail plus opérationnels. Et donc, en tant qu'outil transversal, elles permettent de rassembler autour d'un même outil de territoire, un même levier de transition dans les territoires, l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs privés, d'acteurs publics, de sociétés civiles, et quel que soit le domaine d'activité, que l'on soit sur le social, sur la transition écologique, sur le soutien à l'économie locale. Donc l'ouverture d'un nouvel espace de co-construction sur le territoire. Le deuxième impact, c'est celui de la solidarité. Le troisième impact, celui de l'écologie. Le quatrième, qu'on attend évidemment, un impact économique. Et enfin, la capacité à renforcer les dynamiques de territoire pour la raison que j'évoquais à l'instant, que les monnaies locales sont un outil transversal et que par conséquent, la pluralité des acteurs qui font le territoire sont invités à y participer. Et donc les monnaies locales mettent en lien cette diversité d'acteurs. Alors plutôt que de rentrer dans le détail de ces 5 piliers, parce que vous pourrez les retrouver sur notre stand. On a une cartographie, celle-ci, vous voyez, avec quelques détails, et puis vous retrouvez sur notre site internet le rapport complet. Plutôt que de rentrer dans chacun des piliers, je voudrais vous donner un exemple que je trouve assez parlant de comment les monnaies locales peuvent jouer sur plusieurs de ces domaines en maillant le territoire. C'est un exemple qui nous vient du Puy-de-Dôme où circule la monnaie locale, la Doum.
Dans le Puy-de-Dôme, dans le réseau de la Doum, il y avait plusieurs microbrasseries qui acceptaient la Doum et qui se retrouvaient avec une forte quantité de Doum qu'elles n'arrivaient pas à écouler sur le territoire. Si bien que l'équipe de la monnaie locale est allée à la rencontre de ces microbrasseries pour comprendre comment faire pour les aider à eh bien, réécouler la monnaie pour alimenter l'économie du territoire. Et les microbrasseries ont répondu qu'elles avaient deux besoins. Un besoin de se fournir en malt local, puisque jusqu'à présent, elles se fournissaient dans l'Est, et un besoin de consigne pour les bouteilles en verre. Il s'avérait qu'à ce moment-là, une malterie s'installait sur le territoire, qui n'avait pas forcément encore de lien avec les microbrasseries. Et donc, l'équipe de la Doum a mis en lien la malterie qui s'installait et la microbrasserie. La malterie a adhéré à la Doum et a de fait eu un premier lot de partenaires commerciaux. Quant à la consigne de verre, il n'existait aucun projet sur les territoires, si bien que l'équipe de la Doum s'est rapprochée de l'université pour proposer à des étudiants de mener une étude de faisabilité. Et le projet des étudiants a si bien marché que d'autres professionnels ont fait savoir leurs besoins à l'égard d'une consignerie et que les collectivités locales aussi se sont intéressées au projet. Et au bout de quelques mois, une coopérative a vu le jour pour pouvoir consigner les bouteilles. Et la Doum a investi en part sociale dans cette coopérative. Et donc on voit là un exemple type de ce que peut concourir à générer une monnaie locale sur un territoire avec des acteurs très divers, le monde universitaire, les collectivités publiques, les acteurs économiques locaux, sur des enjeux à la fois de consolidation économique locale, mais aussi de transition écologique. Je crois que je vais m'arrêter là. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de diffuser un maximum ce rapport et puis d'accompagner les acteurs que vous êtes, autant dans les monnaies locales que dans les collectivités territoriales et autres, à vous saisir de ces enjeux-là. On peut vous accompagner pour voilà, comprendre au mieux ces enjeux-là et nous aider à les promouvoir, à les développer sur les territoires. Enfin, je tiens à remercier très brièvement le cabinet Transformation qui nous a accompagnés dans cette étude, de même que les fondations Crédit Coopératif et Terre Solidaire, et puis bien sûr la dizaine de monnaies locales qui ont rendu cette étude possible et les 50 qui y ont participé. Merci beaucoup. Merci Charles pour cette concision. C'est peut-être un petit peu frustrant pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le rapport, mais comme l'a dit Charles, le rapport est téléchargeable sur le site web. Vous avez deux documents de base, ce rapport sur l'impact social des monnaies et puis l'enquête qui a été réalisée par l'équipe Triangle, donc avec Marie Farr, Jérôme Blanc et Oriane Siampré-Lafuente, qui ont mené une enquête sur l'état des monnaies locales en France en 2019, dans laquelle vous trouverez aussi plein d'informations. Et là aussi, c'est open source ou open publication, enfin, source libre, sur le site de HAL du CNRS. Bien, écoutez, je vais maintenant passer la parole à Anne-Laure Federici du mouvement RTES, enfin, mouvement, qui va un petit peu réagir et développer le point de vue des collectivités locales sur les monnaies locales. Merci. Merci. Effectivement, enfin, comme l'a dit Emeline Baume, j'excuse également donc, la présidente Maëlle Copé du RTES qui était très motivée par l'organisation de la co-organisation de cette rencontre, puisque donc, le RTES est partenaire de cette rencontre. Alors peut-être je voulais juste en préalable souligner d'abord l'importance pour le réseau que ce soit accueilli à Lyon par la métropole de Lyon
parce qu'on voit vraiment l'engagement important de la métropole et de la ville de Lyon sur ce sujet qui a été rappelé par Jean-Yves et qui sera détaillé par Emeline Baume tout à l'heure. Et pour nous, c'est vraiment un exemple qu'on essaye de diffuser, de mettre en valeur au sein du réseau, de la façon dont une collectivité peut accompagner ces projets de monnaie portés par les citoyens. Je voulais aussi, peut-être en préalable, juste indiquer aussi l'importance pour nous que cette rencontre s'inscrive dans le cadre à la fois de la semaine de la finance solidaire. Donc effectivement, hier, il y a eu à la remise à Lyon des grands prix de la finance solidaire en présence du maire de Lyon. Et donc toute la semaine, il y a des événements autour de la finance solidaire. Et plus largement, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, puisque le mois de novembre est le mois effectivement consacré à une un peu mise en visibilité des actions d'économie sociale et solidaire. Et au sein du RTES, le lien entre les monnaies locales, le mouvement de la finance solidaire et plus largement l'économie sociale et solidaire est un point d'entrée important. Alors peut-être un petit mot sur le réseau. Alors le RTES, donc c'est le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. C'est un réseau qui va fêter ses 20 ans cette année, qui a été créé en 2001 par quelques élus. Qui était souvent pour la première fois en charge d'une délégation autour de l'économie sociale et solidaire, donc quelques élus un peu pionniers à une époque où on parlait beaucoup moins d'économie sociale et solidaire et qui ont ressenti le besoin de créer un réseau à la fois pour échanger entre collectivités sur la façon dont une collectivité peut accompagner les acteurs de son territoire. Déjà les repérer, quels sont les acteurs du territoire, comment les accompagner, quel levier des collectivités, et puis un réseau également pour porter la parole des collectivités locales engagées dans l'économie sociale et solidaire et pour faire avancer plus largement la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques, au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Donc c'est vraiment la raison d'être du RTES qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 180 collectivités locales de villes, d'agglomérations, de métropoles, départements, régions, qui ont rejoint donc le réseau sur la base d'une charte et qui donc adhèrent au réseau. Bonjour Antoine. Donc le RTES travaille depuis une vingtaine d'années sur tout sujet pouvant concerner l'économie sociale et solidaire en lien avec les collectivités locales. Et la question des monnaies locales complémentaires est un des sujets d'intérêt du réseau quasiment depuis sa création. Alors, à l'origine, il y avait quelques élus. Je pense notamment à Christiane Bouchard, qui a été longtemps présidente du RTES et élue à Lille, qui a fait partie des premiers territoires expérimentaux sur la première monnaie sol. Il y a je sais plus, il y a une dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années. Et donc parmi les collectivités, les élus du RTES, il y a plusieurs qui, dès le début, ont été assez sensibilisés à ce sujet, dans des conditions, et qui ont mené des expérimentations dans des conditions parfois difficiles. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de mesurer le chemin qui a été parcouru en matière de reconnaissance de l'importance de ces monnaies locales complémentaires. Sur les étapes, sur cette reconnaissance, je pense qu'il y a effectivement, d'abord vraiment le travail qui a été mené depuis plusieurs années par les collectifs de citoyens dans les différents territoires. Et l'opiniâtreté, la détermination de ces collectifs de citoyens, parce que c'est pas des projets qui sont faciles. Les relations avec les collectivités, j'en dirai un mot plus tard, sont pas non plus forcément évidentes. Donc je pense qu'en premier lieu, le travail de ces collectifs de citoyens a permis aux monnaies locales d'avoir leur place aujourd'hui dans le paysage. La deuxième étape qui me semble importante, c'est bien sûr la loi 2014 et l'inscription dans la loi
de la monnaie locale en tant que moyen de paiement. En tout cas, pour les collectivités locales, ça a été vraiment une forme de reconnaissance importante. Et donc, notamment, permis par un rapport qui a été réalisé par Jean-Philippe Magnin, qui a été vice-président du RTES et un des membres fondateurs du RTES. Donc, on retrouve aussi le lien avec les monnaies locales. En tout cas, cette inscription dans la loi était une étape importante. Et puis, vraiment, il me semble que la troisième étape importante en matière de reconnaissance, c'est la réalisation de ce rapport réalisé par le mouvement Sol. Et alors, je ne dis pas parce qu'on est là, mais il y a vraiment depuis plusieurs années une attente importante sur l'impact, l'impact, ce que produisent les monnaies sur le territoire. Alors, des élucidateurs ont souvent tendance à dire que c'est plus facile dans un conseil municipal, par exemple, de voter un financement pour un investissement, pour un rond-point ou autre chose, que pour des soutiens à des dynamiques citoyennes. Donc ça, je pense que c'est vrai, mais ça... Il y a encore plus besoin... Donc il y a besoin de la part... des acteurs, de faire connaître ce qui est fait, de mettre en évidence l'impact sur le territoire. Alors c'est ce qu'on essaye aussi au sein du RTES de faire. Et vraiment, moi je suis très très contente de voir l'équilibre un peu parfait, avec les mains levées, de la participation, que ce soit des collectivités et des acteurs, parce que la co-organisation de ces rencontres, donc entre le RTES et le mouvement Sol, je ne sais plus, ça va faire la 4e ou 5e édition qui est co-organisée par le réseau et par le mouvement Sol, les dernières ayant eu lieu à Grenoble, à Strasbourg l'année d'avant, à Nantes, à Rennes, lors de ces différents temps de rencontre qui sont pour nous des temps importants d'acculturation réciproque entre porteurs de monnaie locale et collectivités locales. Donc oui, je disais l'importance de pouvoir mettre en évidence l'impact des monnaies sur le territoire. Parce que la conviction que, alors d'abord, l'aspect un peu innovation monétaire, sociale, est souvent un des éléments qui intéresse les collectivités. Une innovation qui est au service du développement des territoires et qui contribue à l'identité du territoire. C'est peut-être un élément, en tout cas dans la synthèse du rapport, qui figure peut-être pas forcément beaucoup, mais je trouve toujours intéressant de voir aussi par rapport au nom des monnaies, à l'intitulé des monnaies, le lien avec le territoire et son histoire. Alors j'ai appris hier d'où venait la gonette. En fait, j'avais jamais posé la question, mais voilà, des gones. Mais voilà, le stuc, le pavé, enfin tous ces mots de monnaie qui ont vraiment un lien avec le territoire. Et je trouve que la monnaie, comme étant contribuant à renforcer l'identité d'un territoire, mais un territoire qui soit pas enfermé sur lui-même, qui soit ouvert aux autres, ça me semble un point particulièrement important. Bien sûr, les questions de relocalisation d'activités économiques, la question de la consommation responsable. La création de liens, la création ou la recréation de liens que permettent les monnaies, les mécanismes de solidarité. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qui font écho auprès des collectivités. Et puis, peut-être aussi et surtout, le fait que la monnaie permette que les monnaies locales permettent une réappropriation de la monnaie par les citoyens et permettent aussi de réinterroger quelles sont les activités bénéfiques et les activités nuisibles sur un territoire et de voir vraiment ce qui fait la richesse d'un territoire. Et là, c'est un des éléments qu'on avait développé, que Patrick Vivray avait développé lors de précédentes rencontres. Je fais un petit clin d'œil à Geneviève Ancel. Patrick Vivray avait développé lors des précédentes rencontres sur les monnaies locales complémentaires. Et je pense que la monnaie, comme étant une boussole de la richesse d'un territoire, me semble un élément particulièrement important. Sur le rôle et la place des collectivités, donc on en reviendra, puis on me dit que j'ai très peu de temps. Peut-être un point, c'est que la place des collectivités n'est vraiment pas un sujet simple. C'est pas un sujet simple en général par rapport à l'ensemble des initiatives d'économie sociale et solidaire, mais il me semble que dans le cadre de la monnaie locale complémentaire, c'est
peut-être encore plus difficile à trouver, à la fois parce que côté acteur, il peut y avoir une méfiance de récupération politique, et parce que côté collectivité, c'est vraiment des sujets qui suscitent des débats au sein des collectivités. Parce que le projet est complexe, parce que ça peut avoir un coût important, au départ en tout cas, en termes de mise en place, de soutien. Il y a un soutien nécessaire aux dynamiques de mise en place d'une monnaie. C'est parfois encore perçu comme un outil qui peut faire plaisir à quelques bobos, mais qui n'a pas d'impact sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas facile de réunir autour d'un même projet des citoyens, des acteurs économiques, des collectivités locales, et de faire un peu, changer les schémas de pensée. Mais j'espère, en tout cas, c'est notre objectif, que ce type de rencontre permette justement de faire changer ces regards et mieux faire comprendre l'intérêt pour le développement d'un territoire, d'une alliance, d'un soutien en tout cas des collectivités locales auprès de ces projets portés par les citoyens. Bien, merci pour ces éléments. Je pense qu'on aura l'occasion... On aura l'occasion lors des débats de revenir sur différents points qui ont dû être écourtés dans votre présentation. Donc, on doit détourner. Délégué général de SS France nous a rejoint. Je lui donne la parole donc, pour une dizaine de minutes avant qu'on ait un débat avec la salle. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre accueil. Je vous prie de m'excuser pour ces quelques minutes de retard. Moi, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, je m'appelle Antoine Détourné, je suis délégué général de SS France. Je crois que malgré les masques, je crois reconnaître quelques visages que j'ai déjà pu croiser ici ou là. Néanmoins, je vais vous présenter en quelques mots ESS France. ESS France, autrement appelée Chambre française de l'économie sociale et solidaire, a pour mission de promouvoir et de représenter l'économie sociale et solidaire au niveau national et s'emploie à porter une voix de référence auprès des pouvoirs publics et du grand public. C'est à ce titre que, par exemple, en ce moment, nous coordonnons un petit événement qui s'appelle le mois de l'économie sociale et solidaire cette saison avec nos adhérents qui sont les grands réseaux de l'économie sociale et solidaire et puis depuis de manière plus récente les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc nous essayons de créer cette espèce de synergie entre des réseaux, on va dire, représentés au niveau national et des acteurs de territoire et de régions que sont les CRES. Moi, je vous remercie de me permettre d'évoquer le sujet des monnaies locales complémentaires. Anne-Laure, que j'ai plaisir également à retrouver, rappelait à l'instant le lien, j'ai envie de dire, quasi organique entre l'économie sociale et solidaire et les monnaies locales complémentaires. C'est vrai qu'on a de multiples occasions de le constater. Alors bien évidemment par la loi, puisque la loi ESS de 2014 est, je crois, la première loi qui fait ouvertement référence aux monnaies locales complémentaires et qui est le fruit pour ce sujet-là, comme pour d'autres sujets, de longs combats, de longues tentatives de plaidoyer qui se sont matérialisées et qui se sont retrouvées juridiquement dans cette loi pour les stabiliser, parce que la force de l'économie sociale et solidaire, c'est sans doute d'essayer d'innover, de tâtonner, mais parfois aussi de se confronter à des difficultés juridiques. Et quand on touche les questions économiques et monétaires, je pense qu'elles sont plutôt fréquentes. D'où cette loi. Mais au-delà de ça, c'est quand même bien plus profond, ce rapport à l'ESS. Moi, j'ai la conviction que les monnaies locales complémentaires réinventent, revisitent des formes déjà peut-être un peu installées de l'économie sociale et solidaire. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'échange, de la réciprocité, du rapport à l'argent et à la richesse. Souvenons-nous, alors nous avons aujourd'hui des grandes banques coopératives qui ont pignon sur rue, mais n'oublions pas qu'elles ont toutes été créées pour mettre en commun, pour faire circuler de la richesse entre leurs adhérents, parfois sur des espaces très restreints de manière territoriale.
Bien évidemment, aujourd'hui, elles sont pour la plupart autre chose, mais je trouve intéressant qu'aujourd'hui, des gens dont vous faites partie, des collectifs de citoyens, des collectivités territoriales, se saisissent de ces manières de faire, les réinventent, les actualisent en réponse aux besoins sociaux toujours prégnants. L'autre aspect aussi qui est quand même très fortement en correspondance avec notre ADN, c'est l'aspect ascendant, puisque ce sont évidemment les territoires qui se sont saisis de cet outil, qui se sont saisis des possibilités, des opportunités qui pouvaient être offertes. Et ça aussi, c'est une force de l'économie sociale et solidaire, de pouvoir articuler le descendant, mais plus souvent l'ascendant, c'est-à-dire à se nourrir et à catalyser, à fédérer des initiatives qui se tiennent dans bien des territoires. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde constate que le nombre de monnaies locales complémentaires fait que ce n'est plus ou ça ne peut plus être considéré comme un micro-phénomène. Au-delà de ça, cette multiplication interpelle. Je pense qu'elle interpelle aussi au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Pourquoi je voudrais insister là-dessus? C'est parce que ces derniers mois, l'économie sociale et solidaire a souvent été mise en avant. On a redécouvert l'économie sociale et solidaire, tous ces acteurs non lucratifs parce qu'ils ont joué, ou à lucrativité limitée, parce qu'ils ont joué un rôle assez essentiel dans les territoires en proximité pendant des périodes bien difficiles, et bien difficiles en particulier pour les plus fragiles. Tout ça, ça a permis de se rendre compte de l'importance des liens, de l'importance des échanges au niveau local et de la façon dont ils étaient indispensables pour répondre à des besoins, surtout quand il fallait choisir une priorité entre rentabilité et réponse aux besoins. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, je pense les monnaies locales complémentaires également, ont fait le choix de répondre à la deuxième catégorie d'aspiration qui pouvait être exprimée. Il ne faudrait pas que le couvercle se referme. Il ne faudrait pas que tout ça soit oublié à mesure qu'on repense l'actualité économique se fait autour de l'inflation, des pénuries et de ce genre de choses, du redémarrage de l'emploi, des équilibres budgétaires, parce que au final, tout cela contribue à la résilience des territoires, contribue à des choses qui ont une profonde valeur dans le quotidien et que partagent, je pense, les collectifs citoyens, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales, et qui, dès qu'on arrête d'en parler, ont tendance à être ignorés. Et c'est d'autant plus dommage que tout ça, mis bout à bout, ça forme quand même une espèce de petite protection sociale territoriale, sans parler peut-être de protection écologique, mais au moins, Anne-Laure parlait de circuits courts, j'utiliserai peut-être pas le terme de relocalisation, mais on sent bien que cet ancrage territorial doit être revalorisé, et ne doit pas être oublié, et ne doit pas avoir connu peut-être une heure de gloire dans des moments difficiles, mais doit bien participer de la construction du modèle de société que l'on doit vouloir construire. Bien évidemment, les monnaies locales complémentaires sont articulées autour des questions de démocratie, de subsidiarité par rapport aux autres monnaies qu'on connaît, et cela nous va bien, nous qui plaidons la biodiversité des modèles économiques et les différentes façons de se saisir et de participer à la création de richesses. Moi, je voudrais peut-être insister sur deux derniers points. Le premier, c'est que ce qui est fait rend tangible un certain nombre de liens et permet de les tracer. Et quelque part, ça révèle, j'ai envie de dire, une espèce de richesse cachée des territoires. On a tendance à penser depuis trop longtemps, je pense, le développement territorial comme étant la capacité à attirer de l'extérieur des ressources, et qu'on oublie parfois l'activation, la mise en relation, la mise en circulation des ressources locales. Et je pense qu'on a besoin d'outils pour rendre ça tangible. Et les flux monétaires ou les flux de richesse, les échanges en tout cas, apportent une reconnaissance et une visibilité qui est peut-être pas si facile que ça à rendre tangible et à rendre palpable auprès du grand public. Et moi, je pense que dans les travaux que vous avez menés sur votre impact, au-delà de l'impact économique, je pense que global, je pense que cet aspect-là est particulièrement à mettre en valeur. Je voulais aussi souligner que votre mouvement a participé à une dynamique et a contribué à une dynamique qu'on a appelée la République de l'ESS, qui est une opération
opération qui est portée par ESS France et qui sera couronnée par un événement qu'on tiendra tout pile dans un mois, le 10 décembre, au Collège des Bernardins, pour essayer de matérialiser une nouvelle déclaration de l'ESS. Et on s'est inspiré de ce que vous nous avez dit, parce qu'on sent bien qu'entre l'ancrage local, la capacité à mobiliser différentes catégories de parties prenantes, il se passe de ce que vous faites, autour de ce que vous faites, une vision de la création de richesse, de l'entreprise, non pas comme uniquement à finalité lucrative, mais bien comme ce qui permet de réunir des gens et de répondre à des besoins. Et concrètement, ça, c'est remettre l'humain, l'écologie, la démocratie au cœur de l'économie, et je pense qu'on en a besoin. Donc se connecter à ce genre de démarche que nous essayons de porter, nous, ça nous fait du bien, et merci de l'avoir fait, et merci de faire de ce que vous faites, et puis ravi de débattre et d'échanger avec vous autour de peut-être ces grands concepts, mais en tout cas, nous essayons de les faire vivre avec nos partenaires dont vous êtes, et puis également le RTES et les territoires de ce pays. Bien, merci à nos trois intervenants pour leur caractère concis de leur présentation. Maintenant, la salle peut prendre la parole. Vous appuyez sur le petit bouton et vous pouvez poser toute question, tout savoir sur les monnaies locales, leur impact, sans avoir osé poser la question jusqu'à présent. Vous pouvez vous masquer derrière votre masque pour garder le... Oui. Hubert Guillet du Brun, Bourg-en-Bresse. Si on a tant de qualité, c'est adressé en particulier à Evelyne. Si on a tant de qualité, on est sur nos modèles économiques très fragiles. On vit à l'année. Pourquoi ne pas envisager dans la confiance des conventions pluriannuelles qui puissent nous permettre d'avoir une visibilité et une structuration élémentaire. Et en particulier, au niveau du mouvement sol, hier, on était dans une concertation qui était en train de faire la manche. Ne nous considérons pas en train de faire la manche. Si on affiche monnaie d'utilité d'intérêt général, eh bien, si on est dans la confiance, démontrons ensemble des conventions d'accompagnement pluriannuelles. Bien, je ne suis pas sûr qu'on soit tous dans une position de quémander. Je pense qu'on se met plutôt dans une position de partenariat. Pour co-construire autre chose. Oui, tu parles. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question d'un financement pluriannuel, effectivement, qui est une question importante? Non, je peux que partager ce que vous indiquez. C'est vrai que au sein du RTES, ce qu'on essaye de promouvoir auprès des collectivités adhérentes, c'est effectivement l'importance d'avoir des relations dans la durée, et des relations de confiance avec les acteurs. Alors, ça me fait juste penser que, en échangeant ce matin avec quelques-uns d'entre vous, je me disais qu'on pourrait peut-être produire, donc on fait des points de repère au RTES, qui sont des petits 4 pages sur des sujets différents, et je me disais qu'un point de repère sur la question des monnaies locales complémentaires et de la façon, donc toujours notre entrée, c'est comment les collectivités peuvent accompagner, pouvoir produire ce point de repère avec vous, et effectivement en insistant sur des modalités que peuvent être les conventions pluriannuelles d'objectifs, mais aussi différents leviers sur les indemnités d'élus, enfin voilà, sur tous les leviers, et avec des illustrations sur l'impact qu'a le petit schéma que je trouve vraiment très bien, qui a été fait dans le rapport Sol. Voilà, c'est une proposition que je te fais en direct. Mais... Oui, avec grand plaisir. En effet, des conventions pluriannuelles peuvent être un bel outil pour sceller la coopération entre collectivités locales et monnaie locale. Je pense qu'au-delà des subventions aussi, une chose importante, c'est l'adhésion des collectivités territoriales aux monnaies locales, qui est un soutien pérenne à leur développement et qui est aussi
un signal politique fort. La collectivité territoriale devient partie prenante de la monnaie locale. Elle n'en est plus seulement un financeur dans une logique qui parfois pourrait paraître asymétrique, mais devient réellement partenaire du projet. Et puis, au-delà du soutien monétaire que les collectivités territoriales peuvent apporter aux monnaies locales, il y a aussi un tout autre soutien. L'accueil, par exemple, aujourd'hui de la métropole de Lyon dans ses locaux en fait partie, mais ça peut être mobiliser les canaux de communication des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nos monnaies pâtissent d'un manque de visibilité. Et donc, la mobilisation des canaux de communication des collectivités territoriales est l'un des biais certainement les plus importants pour soutenir leur développement. Et puis on aura encore dans la journée quelques exemples, mais je pense notamment à ce qui se passe du côté d'Angoulême, où des fonctionnaires territoriaux ont été délégués l'espace de quelques semaines sur leur temps de travail pour accompagner l'équipe citoyenne porteuse de projet à le promouvoir auprès des acteurs du territoire. Donc il y a plein de choses à imaginer aussi en dehors des subventions. Bien, merci. Peut-être un petit clin d'œil. Donc, la première intervention venait du brin, qui est la dernière monnaie locale qui a été créée à Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, on parle toujours de 82 monnaies. Je me tourne vers Jérôme et Marie. On doit être plus près de 90 aujourd'hui. Non, pas encore. Bien, il y avait une intervention. Oui, bonjour, Laurine Gagliolo, je suis salariée de la PIV, la monnaie locale en Franche-Comté. Il se trouve que j'ai également été élue dans l'équipe municipale de Besançon aux dernières élections municipales, donc j'ai cette chance d'avoir la double lecture et je voulais rebondir sur ce que venait de dire Charles concernant les conventions pluriannuelles versus les adhésions des collectivités. J'ai la chance dans l'équipe de la PIV d'avoir vu des collègues me rejoindre, donc dorénavant je peux me concentrer sur les relations aux collectivités pour notre monnaie locale. Et honnêtement, ma stratégie, c'est pas tant d'aller chercher les collectivités sur des subventions, mais bien d'aller nouer des partenariats et d'essayer de faire adhérer les collectivités. On a fait le choix de la cotisation libre, consciente et solidaire, et tout va être dans la conscience, c'est-à-dire en comment les collectivités se sentent concernées, qu'est-ce qu'elles ont envie de développer avec nous. Est-ce qu'on travaille sur les indemnités des élus, les subventions aux associations, l'acceptation de la monnaie locale dans les régies, le paiement en monnaie locale de fournisseurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. On va tester des choses différentes avec différentes collectivités. Et vraiment, je pense que vu l'état des finances dans les collectivités, vu les budgets, il vaut mieux aller travailler avec les collectivités sur de l'adhésion, du partenariat, quelle forme ça peut prendre et qu'est-ce que vous mettez derrière comme adhésion parce que vous avez un projet avec nous, donc un partenariat, plutôt que d'aller chercher de la subvention qui malgré tout, on en a besoin, hein, à la PIV les premiers, on survit grâce aux subventions, mais ça sera beaucoup plus compliqué d'aller négocier à mon avis des subventions pérennes, notamment avec les communes et les intercos. Merci. Des réactions, d'autres questions? Non, juste j'en profite. Je m'appelle Jean Fauvet et je représente la future monnaie locale de Lille. Et nous, on a une grande interrogation qui est le business model. Et je suis ravi de voir que c'est l'interrogation finalement de tout le monde ici. Je ne vais pas dire que ça me rassure, mais voilà. Et la grosse question que je me pose, c'est comment le réseau ESS, le réseau RTES, pourrait aider concrètement et peut-être financièrement justement au lancement de ces monnaies-là. Parce que là, tu es salarié, c'est top, ça veut dire que déjà tu as de l'argent, enfin il y a de l'argent, etc. Mais nous, on est dans une phase où on cherche pas forcément des subventions parce qu'on ne peut pas passer notre temps à voir tous les vice-présidents de la MEL. Enfin, on aimerait bien, mais eux, ils ne veulent pas. Voilà, donc s'il y a des pistes pour nous aider là-dessus, j'avoue que je suis preneur. Voilà, merci. Vous voulez réagir ? Alors sur l'aspect soutien du réseau, c'est pas dans les objectifs et du RTES. Hein. Le travail, nous Courmen, c'est vraiment autour de la sensibilisation, de la formation des collectivités, du partage d'expériences entre collectivités.
Je partage complètement ce qui a été dit par la personne de Besançon et de Peel sur les différentes effectivement, modalités possibles de partenariat avec les collectivités. Et un des points peut-être importants, c'est de trouver dans la collectivité des, je sais pas comment on dit, des poissons pilotes, enfin des personnes qui comprennent ce qui est une monnaie locale et qui peuvent en parler dans la collectivité. Parce que je pense qu'il n'y a rien de tel que d'avoir au sein de la collectivité des personnes qui peuvent contribuer à porter un peu le message. Et honnêtement, enfin, sur l'île et sur la métropole, il y a plusieurs personnes et élus et dans les services qui sont très intéressés par ces projets. Bon, avec une situation locale un peu spécifique où il y a quand même eu beaucoup de projets depuis quelques années et des difficultés à avoir en même temps le calendrier mobilisation citoyenne et mobilisation de la collectivité. Et c'est vrai que la temporalité n'est rarement la même. Et voilà, que sur l'île, les temporalités ont été, à un moment, il y avait une très forte impulsion de la collectivité, mais côté citoyen, pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Donc, trouver cette temporalité. Mais vraiment, enfin, le premier truc, je pense, c'est vraiment de trouver au sein des collectivités des personnes qui comprennent le projet, qui peuvent mobiliser les différentes personnes et services concernés dans la collectivité. Bien, merci. Donc, Jean-Baptiste Tony, je crois que vous voulez intervenir. Merci, Jean-Baptiste Tony, élu à la mairie de Bordeaux. Alors déjà, je tiens à remercier Yannick et puis aussi tous les collègues de la Miel pour le travail qu'on a fait ensemble pendant un an avant d'aboutir justement hier à l'adhésion de la ville à la monnaie locale. Moi, je pose une question. J'ai l'impression que mon micro ne marche pas très bien. Si ? Ok. Une question, alors je ne sais pas si elle a été abordée, si les réponses existent déjà, mais c'est sur le lien entre les monnaies locales et l'économie circulaire. Le lien, moi, il se fait dans le sens où l'économie circulaire, au-delà d'être, pour résumer, du réemploi de déchets, c'est avant tout une mise en lien, une mise en relation d'acteurs qui, auparavant, entre guillemets, ne se faisaient pas chier en allant jeter leurs déchets. Et là, faisaient l'effort d'aller chercher un partenaire, souvent local, pour réemployer, revaloriser leurs déchets. Et finalement, c'est la même démarche qu'on observe aussi pour les monnaies locales, c'est-à-dire qu'un acteur qui adhère à une monnaie locale va cette fois-ci aussi faire l'effort d'aller chercher un partenariat local, va construire une relation de confiance plus prononcée à travers la monnaie locale. Le lien pour moi il est évident et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les 2 délégations à la mairie de Bordeaux et c'est aussi pour ça que à la mairie de Bordeaux on a lancé dernièrement un AMI ville circulaire parce que on trouve ça dommage de cloisonner en fait tous ces flux qui doivent être circularisés. On parle des monnaies avec les monnaies locales, on parle de l'économie circulaire avec les déchets, mais on peut parler aussi d'alimentation ou d'énergie. Donc penser ville circulaire, ça permet justement de s'appuyer sur les dynamiques et les démarches qui sont faites aujourd'hui en silo dans ces secteurs-là, parce que je pense que le travail qui peut être fait sur l'économie circulaire peut absolument contribuer au développement des monnaies locales et inversement. Quand un acteur, un commerçant de Bordeaux, vous parliez d'une brasserie, souhaite adhérer par conviction à une monnaie locale, mais se dit mince, moi j'ai pas les partenaires, les fournisseurs, et ben je pense que le travail qui peut être fait en parallèle, par ailleurs peut-être par d'autres directions des collectivités sur l'économie circulaire, en fait peut vraiment enrichir et accompagner cet acteur-là. Et inversement, on se doute que la monnaie locale, c'est aussi un vecteur et un levier de développement de l'économie circulaire. Donc voilà, je voulais savoir si il y a déjà un lien comme ça, un travail qui avait été engagé pour unifier un peu ces énergies parallèles. Charles ? Alors, en effet, on est nombreux et nombreux au sein des monnaies locales à voir le lien entre l'économie circulaire et ce que nous proposons. J'ai à l'esprit quelques exemples ci et là d'économie circulaire à proprement parler, comme vous en rappeliez
l'objet. Le cas de la Doum que j'évoquais tout à l'heure en est un exemple. Je sais également que la Gonette a accueilli plusieurs acteurs du compost au sein de son réseau professionnel et les a immédiatement mis en lien avec certains bars ou certains restaurants adhérents au réseau qui ont pu donc tisser des liens et là aussi entrer dans une logique d'économie circulaire. Pour autant, c'est une chose que l'on n'a pas su véritablement évaluer dans le cadre du rapport d'impact, ce qui m'amène à en présenter ici une limite et en même temps une perspective réjouissante, c'est que sur certains volets techniques, pour lesquels nous n'avons eu ni les outils ni les méthodes d'évaluation nécessaires, il semblerait qu'il soit utile de creuser la question de l'apport des monnaies locales. Et l'économie circulaire est un de ces volets. L'autre, c'est aussi une question qu'on nous pose de temps à autre, qui est l'apport des monnaies locales à la décarbonation de l'économie. C'est une chose qu'on n'a pas su évaluer dans le cadre de cette première enquête. On aimerait se rapprocher d'acteurs compétents, typiquement l'ADEME, pour avancer sur ces questions-là. Donc oui, c'est en effet quelque chose d'important et qu'on souhaiterait creuser à l'avenir. Antoine, vous voulez réagir ? Sur la question de l'économie circulaire, on est quand même... je trouve la proposition que vous faites particulièrement intéressante parce que déjà on a du mal à cartographier cette économie circulaire et je retourne un peu la perspective en disant que si les monnaies locales peuvent nous aider aussi à la rendre visible parce que bon, moi j'en ai une vision très réemploi, mais on peut pas écarter cet aspect on a déjà du mal à tracer des tonnes de déchets, pour le dire un peu, puisque c'est aussi comme ça qu'ils valorisent leur impact. Donc les flux de richesse, on en a encore beaucoup plus bien loin. Donc du coup, en effet, tout à l'heure quand je disais, ça permet de rendre tangible et de valoriser sans doute une richesse cachée des territoires. Moi je pense qu'on est là-dessus. C'est tous ces flux d'échanges qui rentrent pas dans le PIB, qui rentrent pas dans les cadres d'analyse classiques de la façon dont fonctionne un territoire, qui est auquel les monnaies locales complémentaires peuvent apporter un regard. Et on est bien dans la transformation des représentations. Et quand on est dans la transformation des représentations de la richesse, forcément on est obligé d'inventer de nouveaux outils, de nouveaux indicateurs. D'ailleurs, pas un hasard si toutes celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet, ils sont venus souvent de cette manière. Mais si on tire le fil, il y a l'économie circulaire, il y a aussi les services, tout ce qui permet de matérialiser le lien et de le rendre visible. Donc on est bien on est sans doute à la préhistoire de la valorisation de cette conception de la richesse, que certains appellent peut-être un peu improprement impact, mais il y a bien quelque chose derrière. Oui, pour le collègue de Bordeaux. Donc, Emeline Baume. Moi, j'ai peut-être tout simplement l'outil. Donc, il se trouve qu'à l'échelle nationale, il y a un label d'économie circulaire territoriale que tu connais peut-être. Il se trouve que je suis engagée dans ce machin parce que je suis la présidente de ce machin. Et pour ton information, je pensais que tu le savais, dans le référentiel qui a été co-construit à l'époque, donc il y a 3 ans avec 8 territoires, il y a l'entrée présence d'une monnaie locale qui est très forte. Voilà. Et pour l'anecdote, pour Marifar, on s'est inspiré d'un tableau sur les capitaux territoriaux pour monter le référentiel. En fait, et juste un tout petit rapport d'étonnement. En fait, moi, je suis enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a des choses qui sont amenées là, qui sont des questions, c'est peut-être comme ça que réagissait Anne-Laure, qui ont déjà été évoquées il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et on a des expériences, en fait. Donc, je sais pas, je pense qu'on manque plus de capitalisation de ce qui a déjà été testé, des outils qui existent déjà, plutôt que de réinventer l'eau chaude à chaque fois, y compris les plaidoyers. Je rejoins la collègue de Besançon. Enfin, voilà, la remarque sur l'adhésion, plutôt que d'aller se battre tout de suite en frontal sur une convention pluriannuelle d'objectifs. Enfin, voilà, c'est un mini rapport d'étonnement pour ne pas vous prendre de temps. Merci. Sur le label, je vous file les coordonnées tout de suite, quoi, mais en local, si tu en parles à l'ADEME, ils te reroutent tout de suite le référentiel. Avec plaisir, merci.
On a encore le temps pour quelques questions, oui. Oui, Gérard Stroman de La Graine à Montpellier. Pour moi, c'est évident, je le résume, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. La monnaie locale est une monnaie circulaire au sens de l'économie circulaire. C'est évident. Une petite anecdote. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans un débat sur l'économie circulaire, en présence notamment du directeur général de LVMH, qui nous expliquait que, bien évidemment, ils envisagent l'économie circulaire à l'échelle mondiale, etc., etc. Et j'ai introduit la monnaie, les monnaies locales. Elle m'a dit, ah ben, pourquoi pas, par exemple, pour l'une de nos marques, Vuitton, nous avons effectivement une grande partie des usines, des ouvriers, de la conception qui se fait en France sur un même territoire. Et oui, dans le genre greenwashing, pourquoi pas une monnaie locale pour Vuitton, pour effectivement cette sous-marque, ou cette marque. Hein. Ne parlons pas de sous-marque au niveau du luxe. C'était assez frappant. J'ajouterai encore un petit élément. En fait, quand on envisage une monnaie locale comme la monnaie circulaire, donc qui favoriserait le développement d'économie circulaire, on est en train de passer d'une passerelle, on est en train de parler de la passerelle entre l'économie sociale et solidaire et l'économie conventionnelle, dont l'objectif principal, c'est les chaînes de valeur mondialisées, c'est-à-dire faire du profit n'importe où, n'importe comment, mais pourvu que quelque part dans le monde, il y a effectivement, on dégage de la valeur. Eh bien, la passerelle consiste à revenir et essayer de fabriquer, grâce aux monnaies locales, des chaînes de valeur locales, territoriales. Donc on est, je dirais, on est sur un retournement complet. Si on le voit en opposition, on est aussi sur une passerelle pour discuter avec le groupe LVMH, pour terminer. Bien, merci pour ce témoignage. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous et toutes envie de discuter avec LVMH. J'ai juste un exemple. Là, je suis là. C'est Michel Gontier de Concilion, qui a un projet pour remettre la consigne pour les bouteilles en verre et les récipients en verre. Et là, on envisage vraiment d'utiliser au maximum les monnaies locales. Hein, ça sera bon plus sur Lyon, Saint-Étienne, puisqu'on est le projet, c'est de faire ça sur la région, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça me semble très important, oui, d'utiliser les monnaies locales pour la consigne, quoi. C'est à mon avis indispensable. Bonjour, Xavier, je représente le Tissou en Nord-Isère, dont l'association est née d'ailleurs il y a 3 semaines. Voilà, donc la dernière, on espère mettre en circulation d'ici le mois de février. Moi, je m'étonne, en fait, sur le rapport qui a été publié. On a 35 000 utilisateurs et 10 000 entreprises, associations. Ça fait un ratio de 3,5 par structure. J'imagine que les associations ont plus de 3 adhérents, en moins celles qui adhèrent dans les monnaies locales. Enfin, et je m'interroge sur les personnes qui adhèrent, ou les entreprises, collectivités qui adhèrent dans ces mouvements, en termes de conscience et de relais auprès de leurs propres salariés, adhérents, clients, institutions représentatives, comment les accompagner pour porter le message, parce qu'en fait on n'adhère pas à un club de boules, on adhère à un projet de société, et adhérer c'est bien, le faire savoir c'est mieux, et donc porter ce message. Et c'est pas seulement un intérêt personnel d'une entreprise ou d'un adhérent de vouloir on va dire faire un pas de plus pour être plus vertueux vers l'économie sociale, mais c'est aussi entrer dans un projet de société et donc le faire savoir. Et quels sont les retours d'expérience ou projets, je ne sais pas, pour accompagner l'ensemble de nos adhérents d'une façon ou d'une autre, pour qu'ils le fassent savoir et que du coup eux-mêmes soient relais auprès de leurs clients, leurs salariés, enfin pourquoi ils adhèrent en fait. Une entreprise qui adhère, certaines sont quand même relativement importantes. Si aucun de leurs salariés n'adhère ou ne relaie l'élément, ça me paraît un petit peu surprenant, quoi. Et je suis très très surpris de ce ratio. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises par rapport au nombre d'adhérents qui font tourner ces monnaies, et du coup ils ne doivent pas quand même en voir passer beaucoup, quoi.
Bien, je pense que Charles va nous apporter des éléments de réponse, mais permettez-moi un petit clin d'œil à Jean-Baptiste Denis. On sera attentif au nombre d'élus du conseil municipal de Bordeaux qui vont adhérer à l'association La Miel. A priori, Cazenave adhérera pas. Bien, merci pour cette remarque. En effet, aujourd'hui, le ratio nombre d'utilisateurs particuliers sur nombre de pros est trop faible dans toutes les monnaies locales, à peu près. Et on observe dans la majorité des monnaies locales qu'il est plus difficile pour ces associations de faire adhérer de nouveaux citoyens, citoyennes, plutôt que de faire adhérer des professionnels. Donc il y a un vrai enjeu à consolider le nombre d'utilisateurs, utilisatrices particuliers. Quelles sont les pistes que l'on pourrait envisager? J'en évoquais une tout à l'heure, c'est renforcer la communication des monnaies locales, ce qui passe notamment par un relais de communication des collectivités territoriales, mais également des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense que les CRES, par exemple, pourraient être un très bon relais, de même que tout un tas d'autres acteurs structurants du territoire, des acteurs qui sont bien identifiés dans le territoire, qui pourraient bien se sentir investis dans la communication autour de cette monnaie que nous voyons comme un commun et qui va dans l'intérêt du territoire et qui par conséquent va aussi dans l'intérêt de ces acteurs-là. Donc arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire dans une communication autour de la monnaie comme outil commun de résilience du territoire. Ensuite, c'est un sujet qui aujourd'hui est réfléchi au sein du mouvement Sol. On fonctionne en groupe de travail thématique. On a plusieurs monnaies qui travaillent à cette question depuis quelques semaines. On a lancé le chantier il y a quelques semaines. Et puis, notre partenaire, l'Institut des monnaies locales, propose aussi une formation. Propose plusieurs formations, et notamment une formation sur la mobilisation citoyenne. Donc, c'est intéressant pour les monnaies qui sont face à cet enjeu-là, de pouvoir aller suivre cette formation. Pour ce qui est des agents et élus, l'Institut des monnaies locales aussi propose une formation à l'attention plus spécifique de ce que peuvent faire les collectivités pour accompagner les monnaies, et ça peut être aussi une question abordée lors de cette formation. Enfin, un dernier mot qui est plutôt une réflexion personnelle. Avant d'être au mouvement Sol au niveau national, j'ai été pendant 4 ans sur le terrain, d'abord bénévole et puis ensuite salarié. Et aujourd'hui, je me pose une question et je me dis que peut-être que les monnaies locales se sont trompées lorsqu'elles ont positionner les professionnels et associations adhérentes à leur réseau comme des accepteurs de monnaie locale. Vous savez, dans notre imaginaire, et peut-être que cet imaginaire s'est diffusé aujourd'hui auprès des collectivités, et donc je vous le partage là comme une réflexion. On a positionné dès le départ les professionnels comme accepteurs de la monnaie et les citoyens comme injecteurs de la monnaie. Et quand on explique le fonctionnement d'une monnaie locale, on dit, voilà, vous êtes citoyen, vous échangez 50 €, vous recevez 50 monnaies locales et vous les dépensez localement. Bon, en fait, je pense qu'il faut positionner les professionnels comme des injecteurs. Aujourd'hui, les professionnels, la première question qu'ils nous posent quand on leur propose d'adhérer au réseau, c'est « Ah oui, mais si j'ai trop de monnaie locale, comment je fais ? Je vais me retrouver bloqué ». En fait, ça, c'est une fausse question. Aujourd'hui, le rapport d'impact montre que 70% des professionnels ne reconvertissent pas de monnaie. Ils ont les débouchés pour réécouler cette monnaie. Et le travail de l'association porteuse de la monnaie, c'est d'accompagner les professionnels à trouver des débouchés pour la monnaie qu'ils reçoivent. Donc voilà, positionnons les professionnels comme des injecteurs de monnaie. Ils peuvent ne pas attendre d'en recevoir de la part des acheteurs, mais en convertir eux-mêmes pour, comme vous le disiez, rémunérer une partie des salaires de leurs salariés volontaires. Et je pense que ce serait là un biais majeur de l'augmentation de la masse monétaire en circulation. De même que peut-être l'utilisation des monnaies locales dans les subventions, par exemple, dans un soutien plus large au tissu associatif local. Bien, avant de passer la parole à Olivier pour une dernière intervention,
Du côté de Marie et Jérôme, vous qui avez travaillé sur la diversité des monnaies, vous avez un élément complémentaire à fournir? Oui, non, c'est pas obligé. Hein. Non, pas de réaction supplémentaire. Ok, Olivier. Oui, je vais remettre une couche par rapport un peu à ces derniers petits échanges. Je voudrais réagir. Tout à l'heure, donc il y avait l'exemple qui était donné de LVMH. Et il y a eu tout de suite, tu vois, le réflexe de LVMH. Compliqué. Il faut bien comprendre une économie de territoire. Il y a toute une partie des acteurs, des productifs finalement, qui vont vendre à l'extérieur du territoire et qui vont ensuite ramener des revenus sur le territoire. Et donc les monnaies locales, c'est après comment ces revenus, on arrive à les fixer et les ancrer sur un territoire et à essayer de maximiser leur circulation dans le territoire. Et donc je rejoins ce que dit Charles, il faut vraiment essayer de considérer des entreprises, y compris des entreprises qui ne rentreraient pas dans nos catégories, entre guillemets, par rapport aux chartes ou à l'exigence ou nos attentes, mais comme de les placer comme des injecteurs parce qu'ils captent des revenus de l'extérieur du territoire qui va s'injecter dans le territoire. Et c'est justement cela qu'il faut arriver à fixer. Et à un moment donné, fixer des masses suffisantes de cet argent, finalement, ça évite justement qu'ils sortent des territoires et qu'ils remontent, parce que là, c'est la course à après gonfler pour se racheter les uns les autres, etc. La dernière fois, je rencontrais Groupama, je demandais des subventions pour un projet qui était merveilleux, mais ils n'avaient rien à donner, ils n'avaient rien, et tout l'argent, il remonte je veux dire, au sommet pour se racheter les achats-reventes des uns et des autres, etc. Il faut voilà, refixer de l'argent, y compris chez ces gros acteurs, de l'argent sur les territoires. Bien, merci à tous et à tous. Je pense que le timing est assez serré. On est dans les temps et on va enchaîner immédiatement sans pause avec la deuxième session plénière ce matin. Juste parce qu'Olivier ne s'est pas présenté, c'est pour le Cairn en particulier. Oui. Merci à vous.